Bienvenue dans cette première vidéo sur YouTube. Je suis trop contente. D'habitude, je fais tous mes formats sur TikTok. Là, c'est ma première vidéo. J'avais vraiment trop hâte de la faire. Je vais parler d'hyperphagie et comment j'ai réussi à en guérir. Je vais vous donner mes petits conseils, mes petites astuces pour vous aider. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir et qui est important, c'est que pour ma part, c'est un avis personnel, je pense vraiment que l'hyperphagie se guérit par le développement personnel. Je sais, on entend tout le temps, voire souvent, parler de développement personnel dans le cas d'entrepreneuriat, dans le cas d'argent, qui certes est très important dans ces domaines-là, mais le développement personnel, c'est hyper important pour tous les aspects de votre vie. Dans l'hyperphagie, pourquoi le développement personnel, c'est important? C'est que le développement personnel, principalement, c'est dans la tête. Tout se passe dans l'esprit. En fait, il faut entraîner votre cerveau. Et l'hyperphagie, eh ben, c'est mental. C'est pas qu'une question de nourriture, c'est pas qu'une question de je veux beaucoup manger, de je vais pas beaucoup manger, de poids, de kilos. C'est pas ça, vraiment. Tout se passe dans la tête. La première partie de la vidéo, je vais parler un petit peu de moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé, enfin qu'est-ce qui en a découlé pour que aujourd'hui je sois guérie de l'hyperphagie et comment j'ai fait pour guérir de l'hyperphagie, ce qui je pense est la partie la plus importante pour vous. Mais pour vous recontextualiser un peu la chose, il faut savoir que avant je ne me doutais pas que je faisais des crises d'hyperphagie. J'ai toujours été en surpoids, d'accord, depuis que mes parents se sont séparés. Donc j'avais 8 ans, 9 ans. C'est clairement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à énormément manger. Toute ma scolarité, j'étais en surpoids, donc je mangeais énormément, au goûter, au déjeuner, principalement des choses sucrées. J'ai compris que bien plus tard que je faisais des crises d'hyperphagie. C'est venu très tard, je pense que je devais avoir 18 ans. Parce que je suivais une fille comme ça sur TikTok. Non, pas sur TikTok, je dis des bêtises. Je suivais une fille sur Twitter et sur Insta qui a parlé d'hyperphagie à un moment parce qu'elle en faisait. Je me suis rendu compte que je faisais ça aussi. Mais j'ai jamais vraiment traité le problème. Pour moi, l'hyperphagie était toujours un problème de nourriture. C'était un problème de corps, de poids. J'étais vraiment omnibulée par l'alimentation. Je faisais des régimes, on va dire. Je perdais du poids. J'ai perdu 15 kilos. Après, j'en ai repris un petit peu. Après, j'en ai reperdu. Je suis vraiment arrivée à un stade où j'étais quand même assez extrême et j'ai failli tomber dans la boulimie. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, donc un an avant de rentrer au lycée, pardon, en fait, j'ai vu ça comme parce que j'étais un peu harcelée au collège et je faisais de la gym aussi et les filles étaient très méchantes. Un an avant de rentrer au lycée, je me suis dit, meuf, tu vas bientôt rentrer au lycée. Au lycée, personne te connaît. Tu peux recommencer une nouvelle vie, entre guillemets. Il faut que tu perdes du poids. Pour moi, le problème, c'était mon poids. Je n'avais pas confiance en moi. Pour moi, mon poids était le problème. Et donc, un an avant de rentrer au lycée, je fais n'importe quoi. Clairement, quand je vous dis que je fais n'importe quoi, je mange presque pas. Le midi à la cantine, je mange du pain et un yaourt. En même temps, je suis un peu amoureuse d'un garçon. Donc j'ai ce truc de l'amour où j'ai pas faim. Enfin, vous voyez, le truc un peu bête. Je rentrais chez moi. Je faisais du sport à outrance. Je me tuais à faire des abdos. Je faisais que ça, des abdos, des abdos, des abdos. J'étais dans mon lit à faire des abdos. Je faisais que ça. Je faisais de la corde à sauter. Je jouais à Just Dance pour perdre les calories. Parce que vous savez, sur Just Dance, il y avait les calories, le nombre de calories qu'on perdait. Et ben voilà, mon objectif, c'était de perdre le plus de calories possible. Et en fait, vraiment, je switchais dans la boulimie parce que dès que je mangeais, il fallait que j'élimine ce que j'avais mangé pour maigrir. Donc en fait, dès que j'avais mangé, peut-être une demi-heure après, j'allais faire du sport. Vraiment dans l'optique de perdre tout ce que je venais de manger. Donc c'est un comportement compensatoire. C'est l'année dernière, en fait, où j'ai été voir une diététicienne pour de base perdre du poids. Parce que je savais que je faisais des crises d'hyperphagie, mais pour moi l'hyperphagie c'était que alimentaire. Et en fait la diététicienne m'a dit, en gros, meuf, ton hyperphagie c'est dans la tête, c'est pas alimentaire. Donc elle m'a absolument pas frustrée sur l'alimentation. Elle me parlait, genre sa première phrase c'était ça va, tu vas bien? Comment tu te sens aujourd'hui? Elle est vraiment incroyable cette diététicienne. Et en fait, elle m'a aiguillée sur le chemin et après j'ai pris ma route toute seule. Et là, on entre dans la partie la plus importante qui est comment j'ai fait pour guérir de l'hyperphagie. Déjà avant ça, je pense vraiment être guérie sur les crises, c'est-à-dire que je n'ai plus forcément de crise alimentaire où je vais me jeter sur la nourriture. Mais j'ai toujours, en fait, l'hyperphagie a laissé des séquelles. Par exemple, j'avais vu la vidéo d'une fille sur TikTok qui disait qu'une fille qui avait des troubles du comportement alimentaire la faisait le matin quand elle se levait, c'était regarder son poids sur la balance
Et c'est complètement vrai, à tel point où je vais faire pipi avant, où je me pèse, j'enlève mes lunettes pour vraiment constater le moindre gramme perdu. C'est tout un peu des séquelles psychologiques que les troubles alimentaires laissent et qu'on ne voit pas forcément. Aujourd'hui, donc 1 an après, comment j'ai fait pour guérir de l'hyperphagie. Le plus important, c'est les émotions, de savoir pourquoi vous faites des crises, qu'est-ce qui cause vos crises. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai toujours été dans un cercle vicieux de déprime, de tristesse, d'hyperphagie. Mon quotidien était rythmé par la tristesse. Je n'ai pas de souvenir de moi profondément heureuse quand j'étais enfant ou adolescente. J'ai l'impression d'avoir toujours eu un poids sur les épaules de tristesse. Et en fait, c'est l'année dernière, un événement familial, entre guillemets, qui m'est arrivé. Et je me suis rendu compte que c'était ça. C'était ça qui était responsable de mon malheur. Parce que je m'y suis attardée, quoi. Je me suis dit, meuf, pourquoi t'es autant malheureuse dans ta vie? Mais quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, meuf, c'est bon. Tu sais ce qui te met mal, tu sais ce qui te rend mal. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et tout ça pour dire qu'en fait, dès que je ressentais de la tristesse, dès que je ressentais que j'étais mal, que quelque chose me contrariait, vous savez ce que je faisais? Je faisais exactement ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je prenais mon téléphone et en fait, de base, je me filmais pour raconter à une copine ou raconter à mes copines en général pour mettre dans ma story privée pourquoi je me sentais mal. Genre vraiment, je dis, là les filles, je me sens pas trop bien, genre je sais pas, je suis contrariée. Et de base, une vidéo qui doit durer normalement que 1 ou 2 minutes sur Snap, et ben j'étais là à faire des monologues pendant 30 minutes. Et au bout de ces 30 minutes, bah, je me rendais compte que, ah ouais, en fait au début je ne savais pas forcément pourquoi j'étais triste. Et à la fin de ces vidéos, là, qui durent 30 minutes, j'étais en mode, ah oui, d'accord, c'est ça qui m'a rendu mal. Donc mon premier conseil, c'est de vous appuyer sur vos émotions. Du coup, de vous appuyer sur ce qui vous rend mal. En fait, dès que vous sentez que vous allez avoir une crise, vraiment posez-vous, respirez, mettez-vous dans un endroit calme, ok, ne succombez pas tout de suite à la nourriture, et posez-vous vraiment 5 minutes, et vraiment comme je suis en train de faire là, et dites-vous, pourquoi je suis mal? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me contrarie? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que une personne m'a dit un truc qui m'a blessée? Est-ce que je stresse pour demain parce que j'ai un rendez-vous, j'ai quelque chose? Posez-vous, ok? Et essayez de vous rassurer. Essayez de vous faire du bien. En fait, vous pouvez vous parler à vous-même. Parfois, c'est un peu compliqué de juste s'asseoir et se parler comme ça. Donc, vous pouvez faire comme j'ai fait, hein, vous filmer comme si vous allez envoyer à une amie. Ou même, au pire, vous appelez quelqu'un et vous racontez. Enfin, le tout, c'est de parler pour libérer ce que vous ressentez, tout simplement. Vous pouvez aussi l'écrire sur un papier, écrire sur une feuille ce que vous ressentez, pourquoi vous êtes mal, etc. Au fur et à mesure, donc ça, c'est le fait de conscientiser ses émotions. Donc, conscientiser son émotion, c'est accepter son émotion, l'exprimer et la libérer. Donc, conscientiser son émotion, l'accepter, c'est dire, ok, là je suis triste, là je suis mal. Il ne faut pas renier en fait ce que vous ressentez. Et de se dire, là je suis triste, là je suis mal, ok, pourquoi? Donc la comprendre, pourquoi je me sens mal, pourquoi je suis triste. Et la libérer. Donc la libérer, il y a des gens qui vont le faire par le sport, par exemple, qui vont le faire par le fait d'écrire, par le fait de parler, le fait de dessiner. Où, en fait, il faut trouver votre façon à vous d'exprimer une émotion et que ça vous fait du bien. Également, un conseil que je peux vous donner quand vous sentez que vous avez une crise d'hyperphagie qui arrive, c'est de ne pas rester dans l'environnement dans lequel vous avez l'habitude de faire des crises. Généralement, les crises d'hyperphagie, on les fait à la maison quand on est seul, parce qu'on a un peu honte de ce que les gens vont penser de nous si on fait ça devant des gens. Parce que voilà, on culpabilise, on se sent nul. Essayez d'aller faire un tour, essayez d'aller marcher un peu, vous prenez un casque, de la musique, vous sortez, vous allez courir. Alors je sais que forcément quand la crise elle arrive, on n'a pas du tout envie de faire ça. Il faut le faire, il faut essayer. Vos crises, elles vont pas disparaître du jour au lendemain, déjà c'est impossible. Donc quand vous commencez ce processus de conscientiser ces émotions, c'est normal qu'au début vous allez quand même avoir envie de manger. Genre vraiment, c'est normal. Quand vous ressentez que vous avez quand même l'envie de manger malgré le fait que vous ayez essayé de conscientiser vos émotions, il faut aller manger, il ne faut pas se frustrer. Parce que généralement, quand on se frustre, après, la crise, elle est encore pire. C'est vraiment encore pire de ne pas laisser une crise venir à soi, parce que bah, après, c'est complètement chaotique. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, plus vous allez conscientiser vos émotions, plus vous allez apprendre à vous connaître. Et en fait, au fur et à mesure, vos crises, elles vont diminuer. Après, il y a plein de petits exercices hein, pour apprendre à conscientiser ses émotions. La deuxième chose qui est importante, c'est d'agir sur la culpabilité. Parce que la culpabilité, ça nous fait tomber dans un cercle vicieux qui est horrible. On se sent mal, on est triste, donc on mange, on fait une crise, mais après, on se sent nul, on culpabilise et on se dit, bon bah foutu pour foutu, je continue, je vais remanger.
Et en fait, donc conscientiser ses émotions, c'est d'agir avant la crise. La culpabilité, c'est d'agir après la crise. Et en fait, ce que je faisais pour ne plus culpabiliser, c'est que dès que je culpabilisais, je me répétais sans cesse des phrases pour ne plus culpabiliser. Exemple, les phrases qu'on se dit souvent, c'est je suis nulle, j'ai pas réussi, j'ai pas de force de caractère, je suis nulle, j'ai pas su résister, c'est que de la nourriture, pourquoi j'y arrive pas? Je contrais ces idées. Dès que je culpabilisais, dès qu'il y avait une phrase en fait qui me faisait tomber vers le bas, qui n'allait pas m'aider, je me disais, meuf, t'es en train d'avancer, t'es en train de guérir. Tu peux pas tout faire en même temps, ok? Ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, ça prend des mois, voire des années. Ne culpabilise pas, ça te sert à rien. De toute façon, tu as mangé. Qu'est-ce que ça va faire? Que tu te répètes en boucle que t'es nul. Genre, ça va que te faire sombrer, ça va jamais t'aider. Donc je me disais, ok, j'ai mangé, j'en avais besoin. Maintenant, la prochaine crise, j'essaierai de moins manger, j'essaierai de moins culpabiliser. En fait, je me projetais à me dire que la suite sera meilleure, que par la suite, ça ira mieux. Et c'est des choses qui m'ont quand même beaucoup aidé. C'est principalement ce qui m'a aidé. Vraiment, ces 3 choses-là, c'est ce qui m'a aidé. Après, je vais vous donner des petits tips. Donc, première chose, apprendre à conscientiser ses émotions. Deuxième chose, c'est de ne pas se frustrer quand une crise arrive, laissez-la venir à vous, c'est bateau de dire ça. La troisième chose, c'est d'agir sur la culpabilité. Après, ces conseils, ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi, ce n'est pas forcément des choses qui ont fonctionné pour vous, il faut tester, d'accord? Si vous avez tout testé en mode alimentation, sport, machin, bah, essayez le développement personnel. C'est ça le développement personnel en fait, c'est de taper sur les croyances limitantes qu'on a, tout ce qui nous fait du mal, c'est chasser tout ça de notre esprit. Je vais vous donner des petits tips que j'ai mis en place pour accompagner un peu ma guérison de l'hyperphagie, pour me faciliter la vie au quotidien. Déjà au début, quand j'avais encore beaucoup de crises d'hyperphagie, je cuisinais tout maison, tous mes gâteaux. Moi je suis team sucré. Mes gâteaux au chocolat, je faisais tout maison. Pourquoi? Déjà c'est plus sain et du coup ça me faisait moins culpabiliser que j'avais ma crise d'hyperphagie, ok, je mangeais. Et j'étais en mode, meuf, au pire, voilà, tu l'as cuisiné toi-même. C'est quand même plus sain que d'aller acheter des gâteaux industriels et de tout manger comme ça. Là, tu l'as cuisiné toi-même, c'est mieux pour ton corps. Donc ça, c'était la première chose que je faisais quand j'avais des crises. Donc je préparais à l'avance des gâteaux, etc. Et par la suite, eh ben, ça devenait plus un plaisir. Genre, je me faisais plaisir à manger un peu un gâteau de temps en temps. Deuxième, c'est que si vous avez si vous avez un aliment interdit, exemple, moi, mon aliment interdit, c'est les brioches au Nutella. C'est-à-dire que mon cerveau assimilait systématiquement les brioches au Nutella à l'hyperphagie. Parce que en pleine crise d'hyperphagie, je n'avais envie que d'une chose, des brioches au Nutella. Et je me gavais, vraiment, je pouvais en manger 10, 15. J'appelais ça mon aliment interdit. Et en fait, au début, bah, cet aliment interdit, je l'ai introduit dans ma nourriture tous les jours. C'est-à-dire que je me l'autorisais au goûter. À chaque fois au goûter, j'en mangeais pas 15, mais j'en mangeais une ou deux. Parce que forcément, quand j'avais une crise d'hyperphagie et que j'avais ça dans le placard, et ben quand j'avais une crise, mais j'allais manger. Vous voyez? Le fait de me l'autoriser tous les jours, et ben mon cerveau ne le voyait plus comme un aliment dangereux, ne le voyait plus comme quelque chose de rattaché à l'hyperphagie. Je disais juste ah ok, de la brioche Nutella, ah ouais, je peux en manger tous les jours. Ah, c'est pas réservé que à mes crises, c'est pas réservé à que quand je suis mal. Là, je suis heureuse et je mange ça. C'est pas forcément hyper négatif. Troisième tips aussi que j'ai essayé, c'est de fractionner vos repas. C'est-à-dire que ce que normalement vous mangez que au déjeuner, essayez de le manger plusieurs fois dans la matinée. Généralement, ça cale assez bien l'estomac et on ressent moins l'envie de manger. Quatrième point, ça serait plus axé sur le développement personnel. En fait, ce qui m'a aidée à être constante et à être forte dans ce combat contre l'hyperphagie, c'est que ça fait 5 ans, bon j'abuse, 4 ans, je m'entoure que de développement personnel, que de vidéos sur un état d'esprit positif, comment cultiver le bonheur, comment cultiver la positivité, comment arrêter de broyer du noir sans cesse. Et en fait, le fait d'avoir écouté ça, d'avoir eu ça dans mon quotidien pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, quand j'ai eu cette épreuve de combat contre l'hyperphagie, ce que j'avais écouté les mois d'avant, les années précédentes, ça m'a aidé. À chaque fois, ça faisait sens dans ma tête. Essayez de vous entourer de positivité, même si à dire comme ça, c'est un peu bateau. Sur le moment, vous n'allez pas forcément comprendre, hein. Vous allez être en mode, ah ouais, ok, ouais, ça c'est pas ouf, ça sert à rien que j'écoute ça. Mais en fait, quand vous avez une épreuve,
vous vous rappelez de tout ça, vous vous rappelez de toutes ces phrases, de tout ce que vous avez entendu, de toutes ces vidéos, de tous ces films, de tous ces livres que vous avez consommés. Ensuite, ça j'en ai parlé, enfin c'est la dernière chose, je sais plus, cinquième ou sixième, je sais plus, d'essayer la méditation. Alors, vous allez vous dire, ok, sur quelle chaîne la meuf je suis tombée, mais en fait, la méditation, c'était quelque chose que je faisais à la place de mes crises d'hyperphagie. C'est-à-dire que pendant un moment, quand je sentais que j'avais envie de faire une crise d'hyperphagie, au début, je me forçais un petit peu à méditer, hein. J'étais dans ce truc d'entrepreneuriat, etc. Et on entend tout le temps parler de méditation. Je me forçais un peu à méditer, je comprenais pas trop, j'avais l'impression que ça servait à rien, etc. Et quand j'ai continué, enfin quand j'ai commencé un peu ce chemin contre l'hyperphagie, enfin pour guérir de l'hyperphagie, bah, j'avais repris un petit peu la méditation. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, waouh, juste le matin, quand je respire, j'inspire, j'expire, je prends le temps, et ben ça me faisait vachement de bien, ça me faisait vraiment du bien. Et au final, dans ma journée, quand j'étais mal, quand j'étais triste, quand j'étais énervée, j'avais qu'une envie, c'était me poser dans mon canapé et méditer. Genre, en fait, j'avais juste besoin de calme, besoin de repos, genre apaiser mon esprit, arrêter qu'il pense à plein de choses qui me font du mal, juste me poser. Et c'est tout, j'avais juste envie de ça. Donc voilà, si tu es resté jusqu'au bout, j'espère que ça pourra t'aider. N'hésite pas si tu as des questions, tu les poses en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très 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 plaisir pour ces débuts de lancement sur YouTube. Et voilà, je te fais des bisous.